Salut à tous, bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, je suis avec Rémi Lancou, préparateur physique. Enfin, bon, il va se présenter, kiné du sport et préparateur physique. Peut-être qu'il y a des termes un peu plus adéquats. Il va nous raconter ça après. Avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Que ce soit moi ou peut-être Rémi, on essaiera d'y répondre, donc de compléter un peu cette vidéo avec ça. N'hésitez pas aussi à suivre Rémi, c'est super intéressant sur Instagram. Régulièrement, il fait des questions-réponses, donc vous pouvez lui poser des questions. Il y a aussi souvent des lives, Instagram, etc. Donc c'est vraiment sympa. Rémi Lancou, je crois, sur Instagram. De toute façon, non, c'est Rémi Physio. C'est ça. Ok, super. Et puis voilà. Donc n'oubliez pas. Et puis pareil, si vous voulez vous entraîner avec nous, que vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à passer au club NRFight. Pour toutes les informations, c'est sur nrfight.com. Et puis si vous voulez vous entraîner dans les sports de combat à distance, c'est fandecombat.com. Vous avez plein de vidéos techniques très sympas avec normalement les meilleurs coachs français et étrangers dans le milieu. On va commencer notre petit podcast avec Rémi. Rémi, déjà dans un premier temps, moi j'aimerais que tu te présentes un petit peu, que tu présentes voilà ton parcours. Déjà, il y en a pas beaucoup qui savent, mais tu t'es pas mal entraîné. Bon, tu continues quand même de t'entraîner malgré que tu as arrêté la compétition. Mais voilà, que tu nous parles aussi de ton parcours dans les sports de combat et puis un peu la formation que tu as suivie et que tu suis aussi au quotidien parce que j'ai l'impression que tu passes tes journées à te former sur ce milieu-là, quoi. Je te donne la parole. Yes, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec toi. Depuis le temps qu'on devait faire un petit podcast ensemble. Yes. Rémi Lancou, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique. J'ai en charge le pôle préparation physique du NR Fight Club à Paris. Donc ça fait maintenant une saison qu'on a lancé la préparation physique. Juste dis-nous rapidement en quoi ça consiste ton travail Ok. dans ça. En gros, c'est à former les coachs et puis tu les encadres un petit peu sur les séances. Ouais, complètement. Donc on a plusieurs coachs qui encadrent donc des cours de préparation physique en small group. Et j'ai en charge la création des contenus des séances de préparation physique et les coachs qui vous encadrent sont formés à ma méthodologie. Voilà, D'accord. l'idée c'était vraiment de proposer de la préparation physique spécifique pour les sports de combat pour que vous ayez vraiment tout sur place. Vous entraînez dans toutes les disciplines que comporte le C'est MMA ça. ou uniquement au sol, en lutte à livrer, en jiu-jitsu brésilien, en boxe et par-dessus ça, donc de la préparation physique. Donc ça, c'est mon premier job. En parallèle de ça, je forme les kinés du sport à ma méthodologie. Il y a une formation qui s'appelle le PSC Level 1. J'ai mis en place aussi une autre formation pour les coachs et kinés qui ont envie de se spécialiser dans les sports de combat. La première formation aura lieu le 11 septembre. Ouais, j'ai vu là, elle était déjà. T'as lancé l'inscription, ça s'est rempli enfin, très rapidement. Ouais, ouais, C'était la première, ça, c'est ça? C'est la ouais, première. j'étais vraiment agréablement surpris. Donc, on a lancé la formation. Elle s'est remplie tout de suite en quelques heures. Et avec tous les élèves sur liste d'attente, on a même rempli une seconde date au mois d'octobre sur laquelle je n'ai Ok. pas encore communiqué. Il reste encore une cinquantaine de personnes sur liste d'attente. Voilà, donc ça, c'est vraiment un kiff. Il y a un vrai intérêt, toi, pour toi, là, maintenant. Enfin, c'est quoi ton sentiment, toi, par rapport. C'est des kinés la plupart, hein, c'est ça? Alors Ou là, c'est pas pour que le des coup, kinés? pour le coup, donc sur la formation spécifique sport de combat, donc là, on est vraiment sur de la pure prépa. Donc j'ai quand même une grosse dominante de coach. De coach, donc Ah, ok, j'ai des d'accord. préparateurs physiques, j'ai des coachs de skills, tu vois, j'ai des coachs de boxe, des coachs de MMA, des coachs de sol, j'ai même des combattants euh, qui vont euh, qui vont faire la formation. Donc c'est un honneur pour moi d'essayer de transmettre ce que moi j'ai appris là durant ces dernières années, de mon expérience sur le terrain, comme des différentes formations que j'ai pu faire. Voilà, on parlait de ça, donc je m'occupe de combattants et boxeurs pro en individuel, en préparation physique. Euh, Quoi d'autre? Je travaille dans le football aussi, donc avec l'équipe nationale algérienne. Et j'ai développé une application pour la préparation physique en sport de combat. Donc ça permet aux athlètes avec lesquels je ne peux pas bosser en présentiel de suivre ma programmation toute l'année et pouvoir s'entraîner à distance. Voilà dans Moi, les c'est un grandes. peu, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais à distance et je peux vous dire que, et c'est ce que je recommande aussi à beaucoup de gens, qui me disent, ah, Nico, tu fais quoi dans la prépa physique? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Je dis, voilà, tout est sur l'application, elle est vraiment très, très bien faite.
Peut-être qu'on mettra un lien. Enfin, je sais pas si la dernière version est lancée ou pas. On va pas mettre de lien, mais vous verrez ça passer. Faut... Ok, Je vais l'annoncer officiellement parce que c'est voilà, c'est tout nouveau. Je l'ai pas encore dit, mais ça, la sortie officielle, elle est programmée pour le 3 septembre. Vous ok, aurez accès à une application avec un espace blog où il y aura des articles en lien avec la performance quasi quotidien qui toucheront le domaine de la préparation physique, de la prévention de blessures, de la récupération, de la nutrition, où je ferai intervenir différents experts. Et donc un espace sur l'application où vous pourrez retrouver différents programmes. L'idée vraiment, c'est que ça soit une solution clé en main pour le combattant qui a envie de se préparer physiquement. Il y aura donc un programme à l'année. Il y aura des programmes one-shot, des programmes d'hypertrophie, des programmes de force max, des programmes de conditioning, des programmes de prévention de blessures. Et l'application intègre aussi la gestion de la charge d'entraînement. Donc voilà, on a beaucoup bossé dessus. Je pense que c'est unique. Et voilà. Et puis j'espère que ça ok. tentera le plus de monde possible. Écoute, super, je te le souhaite. En tout cas, encore une fois, moi, j'ai fait ta formation quand j'étais encore à Paris. Et puis là, du coup, je suis un petit peu à distance la programmation. Des fois, je me l'adapte aussi par rapport au temps d'entraînement que j'ai ou du niveau de forme. Mais en tout cas, je- ça m'a vraiment aidé et la formation et l'application, et puis d'avoir été encadré par toi pendant pas mal de temps. Ça m'a beaucoup aidé à en fait rendre les choses vraiment simples dans la prépa physique, quoi. Ouais, Et enfin, on va en parler après, mais voilà, ouais, c'est des fois on veut faire des choses compliquées, on pense qu'il y a des mouvements magiques ou pas. Et en vrai, aujourd'hui, je me focus vraiment sur une bonne exécution. Enfin, l'intensité, ça va dépendre du mouvement qu'on va faire, à quelle période on est, etc. Enfin voilà, tu as réussi, je trouve, à faire un genre de système. Je pense que bon, d'autres doivent peut-être utiliser aussi ce système-là, mais un système vraiment qui peut être compris par tout le monde, je pense, et qui est accessible à tout le monde. Et franchement, moi, j'ai vu des perfs au club, mais incroyables, de gens qui avaient vraiment pas, enfin, qui avaient jamais fait de prépa, qui avaient vraiment pas de physique. Et en 3 mois, 6 mois, ils soulevaient des barres vraiment lourdes. Et sur le tatami, en tout cas, quand tu tournes avec eux, c'était plus du tout les mêmes hommes, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est possible de progresser beaucoup grâce à la prépa physique si vous faites bien les choses et que bah voilà, vous focussez sur les bonnes choses, quoi. ouais, ouais. Ouais, Euh, je pense que ta démarche, elle a été bonne. C'est-à-dire de te former. Tu as toujours été curieux. Enfin, je te connais depuis un bout de temps ouais, maintenant. Tu as toujours voulu comprendre le pourquoi du comment tu faisais les choses. Et je pense que quand un athlète a cette démarche-là, s'il comprend pourquoi il fait les choses, ben derrière, il adhère après au contenu. Et puis tu l'as dit, hein, ce qui est cool avec la préparation physique, c'est que ben, si tu es constant, si tu es régulier, si tu t'entraînes intelligemment, ben, tes perfs évoluent. Voilà. ouais, ouais. Non, franchement, bon bref, on en parlera un petit peu Moi, plus tard, mais personnellement, je pense que si tu vois, c'est avec le recul, c'est vraiment ce qui m'a manqué quand je pratiquais, quand je combattais, euh, la prépa, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai voulu vraiment me former derrière, pour combler ce vide. ouais, À l'époque où je combattais, nous, la prépa physique, c'était du footing, c'était des circuits training qui avaient ni queue ni tête. C'était vraiment c'était 1000 pompes, 1000 pompes, ouais, 1000 abdos. c'était vraiment le no pain, no gain, quoi. Ouais, ouais. Bah du coup, bah ouais, parle-nous un petit peu de ton parcours. Tu t'es entraîné combien de temps en MMA? Avec qui? Combien de combats? Puis bah après aussi peut-être tu peux parler un peu de ton passage en lutte à livrer. Et Ouais. puis vas-y, on Bah écoute, t'écoute. moi j'ai commencé les arts martiaux tout petit, judo, karaté, un peu comme tout le monde. J'ai fait un peu de boxe, et puis j'ai découvert à l'adolescence le jiu-jitsu brésilien grâce à David Pierre-Louis dans une toute petite salle dans le 5e arrondissement de Paris qui s'appelait le Dojo 5. Ouais, j'allais des fois À là-bas. l'époque où, J'avais encore des cheveux. on pouvait te voir, j'allais pas, ouais, où on pouvait te voir encore avec un kimono. Ouais. Voilà, ensuite le club a fermé, donc je suis allé à la Brazilian Top Team avec un petit passage au Sankuno Ouais, avant, BTT, ouais. Ouais, donc à la BTT à Ivry. Voilà, donc c'était vraiment c'était court. c'était un beau projet d'ailleurs, ceux C'était un qui ont super pas projet. connu ou qui ont connu. C'était genre c'était un projet comme on en monte aujourd'hui, quoi. C'était Grégory Huot qui avait monté ça à l'époque et ça a toujours été un peu un visionnaire dans les sports de combat, même je pense dans le business aussi. Et il avait vraiment vu le truc bah, comme on a aujourd'hui à Enerfight, quoi. Multidiscipline avec des coachs vraiment de renom, qualifiés et des cours toute la journée, quoi. Et c'était vraiment bon, ça
Ça a fermé du coup. Et Deuxième malheureusement, salle où tu vas et ça a fermé. ce club a fermé. Parce que j'ai toujours été très fidèle, moi. Je suis pas du genre à aller dans un club, au bout de 2 ans, dire j'ai plus rien à apprendre, je me casse. Voilà. Et donc, ça a fermé et je suis allé au Candice. Voilà, où j'ai pratiqué le MMA, le Muay Thai, le sol. À l'époque, c'était du free fight. On combattait en pancrace, donc j'ai combattu dans toutes les disciplines. Et en MMA, j'ai fait 3 combats professionnels, 2 victoires, une défaite. J'ai arrêté. Merde, on a été Ça y déconnecté. est, c'est bon. Ouais, ouais, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Ouais. Donc pour la partie MMA, j'ai fait 3 combats pro, 2 victoires, une défaite. Voilà, j'ai décidé d'arrêter en 2009. Après ma défaite, j'étais étudiant kiné à l'époque. Ok. Et voilà, j'arrivais plus à m'entraîner assez sérieusement, faire les études en même temps. Et voilà, j'ai voulu garder un pied dedans. Du coup, j'ai continué à m'entraîner. Et puis en parallèle, dès que j'ai été diplômé, j'ai pris en charge des combattants, des boxeurs naturellement, en kiné et en prépa. Ouais, parce que, bah, enfin, moi j'ai connu un peu cette époque où il y avait vraiment rien en fait. Même t'allais voir un, alors je sais pas comment on dit, c'est diète ou nutritionniste, c'est quoi le terme exact, Rémi, parce qu'à chaque fois je me trompe. C'est pas la même chose. En réalité, ça dépend de leur diplôme, mais tu peux dire un diététicien, un nutritionniste, tout le monde D'accord. comprend. Bon, j'allais voir quelqu'un qui était spécialiste dans l'alimentation, qui était censé m'orienter pour faire des régimes, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais voir quelqu'un, il me disait, mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas descendre de 72 à 66 kilos, enfin, ou Mm. alors même, bon, en prépa physique, moi j'ai quand même de la chance, j'étais encadré à Boulogne avant que je travaille avec toi, par Sébastien Calou, qui était quand même, qui est toujours dans les sports de combat à fond. Mm. Donc j'ai eu de la chance là-dessus, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui ont eu de la chance dans la prépa physique aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui seulement, on commence à voir des gens bah, qui ont pratiqué, qui ont du coup cette expérience du terrain, et aussi du coup maintenant qui se sont formés et qui encadrent, bah, on va dire, bien les athlètes, quoi. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette chance-là, et je vois la différence. C'est même dans le jiu-jitsu brésilien, aujourd'hui, quand on voit les athlètes qui ont 18, 20 ans, enfin, physiquement, même mentalement, tout, ils sont encadrés par des coachs mentaux, des coachs préparateurs physiques, des mecs pour la technique, des mecs pour... Et tu vois la différence, quoi. Tu vois la différence. Bah, tu vois, Donc c'est super important. le vrai point commun sur tous ces gens-là qui encadrent le combattant, de près ou de loin, bah, c'est que c'est souvent d'anciens pratiquants. Il y a une vraie nécessité de connaître la discipline. C'est vraiment super important, que ce soit en soins, en prépa ou en nutrition, par exemple, hein. Euh, tu l'as dit, hein, un nombre de fighters inimaginables qui sont partis consulter des nutritionnistes et les nutritionnistes sautaient au plafond quand ils parlaient de leurs objectifs de perte de poids pour la compétition. Parce que Mhm. sont souvent très loin des réalités de terrain. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, ouais, bon, on va pas rentrer Mm. dans le débat ou dans les détails, mais on peut commencer déjà un petit peu avec le sujet là, de notre podcast, du coup. Parce que, bah, tu vois, moi, bon, il y a des gens qui me demandent régulièrement, bon, déjà, quel est l'intérêt, clairement, de faire de la préparation physique? Là, on va rester dans le domaine du sport, de sport de combat, hein, même si je pense que ça peut concerner toutes les pratiques sportives. Mais voilà, j'ai commencé, imaginons, au NR Fight, j'arrive, paf, j'ai fait une, deux, trois séances, et je me rends compte, bah, qu'en fait, avoir de la force, ce serait quand même mieux, parce que je suis une vraie merguez, je me fais écraser par tout le monde, j'ai pas de, enfin bon voilà, j'ai pas de force. Bah bon, est-ce qu'il y a un intérêt de faire de la préparation physique alors que je viens de commencer les sports de combat dans un premier temps? Et puis bon, on va commencer déjà avec ça. Pour toi, bah, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui, voilà, j'ai commencé les sports de combat, et est-ce que je dois commencer tout de suite la prépa physique, ou est-ce qu'il faut que j'attende 6 mois, un an avant de commencer? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à eux? Alors, ça va vraiment dépendre du profil de l'athlète. Mais en effet, là, tu as cité un bon exemple. C'est l'athlète peut-être un peu chétif, qui a tendance à se blesser, qui a des niveaux de force qui sont pas bons, par exemple, qui pratique qui est pas d'autres sports avant. En effet, intégrer rapidement de la préparation physique, ça peut être important. Mais pas forcément pour tous les athlètes. Moi, j'ai d'ailleurs plutôt euh, comme recommandation chez les athlètes qui débutent de leur dire de bouffer des sports de combat et qu'une fois qu'ils ont des niveaux de skills qui commencent à être intéressants, de rajouter derrière de la préparation physique, parce qu'en réalité, certainement que la meilleure des préparations physiques, c'est la pratique du sport en lui-même. La préparation physique, à mon sens, hein, elle est là pour vraiment sublimer les skills, sublimer ce que toi tu fais techniquement sur le tatami, sur le ring ou dans la cage. Ok. Après, pour tous les athlètes, et peu importe le profil, il y a une vraie plus-value à intégrer de la préparation physique dans leur planification hebdomadaire d'entraînement,
pour augmenter les niveaux de force, pour augmenter les niveaux de puissance, pour augmenter les niveaux de conditioning, pour la prévention de blessures. Voilà. Ouais. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, il y a plus un compétiteur de MMA au niveau aujourd'hui qui ne pratique plus de préparation physique. C'est pas possible. Ouais, bah même je pense bon, toi tu connais le MMA, mais même moi je vois en jiu-jitsu brésilien, en lutte à livrer, enfin ça n'existe pas quoi. Ça n'existe pas de quelqu'un qui fait pas du tout de force, enfin qui va pas du tout dans une salle pour pousser des barres. Ouais. Voilà, après il y a plusieurs méthodes Il y a et après on plusieurs parlera. méthodes. Et tu vois, c'est rigolo parce qu'on a cité le MMA, on a cité la lutte à livrer, le jiu-jitsu brésilien. Et on n'a pas parlé de la boxe. Parce que Ah ouais, la boxe. Ouais. les niveaux de force intrinsèques, les niveaux de force max notamment, peuvent vraiment faire la différence sur tous les sports de préhension. Tu vois, sur les phases de lutte, sur les phases au sol, etc. Alors qu'en boxe, peut-être un peu moins. Tu vois. Et donc, on voit encore aujourd'hui des mecs qui boxent à très haut niveau et qui font des préparations physiques vraiment, vraiment à l'ancienne, tu vois, à base de footing, à base de travail sur piste et de la muscu vraiment très light, quoi. Voilà. D'accord. Et tout le monde commence Ok. à y venir quand même. Et du coup, bah, si je veux commencer la préparation physique, est-ce que je suis obligé d'aller dans une salle ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est possible d'être fait sans poids? Tu vois, par exemple, ou même j'ai pas beaucoup le temps, tu vois, j'ai beaucoup de travail, une vie de famille. Bon, j'arrive à trouver quand même 2 créneaux pour aller à l'entraînement par semaine dans les sports de combat, mais je sens que j'aimerais bien quand même un peu prendre ou tu vois, me renforcer physiquement. Est-ce qu'il y a quand même des trucs que je peux faire à la maison, tu vois, au poids de corps et que ça peut être quand même intéressant pour la pratique des sports de combat? Ouais, complètement, complètement. Déjà, travailler le cardio avec des outils très simples, comme la course à pied, si c'est bien fait, si c'est bien paramétré, ça peut être un plus. Et pour le coup, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Attention à ceux qui débutent, à mettre énormément de progressivité. Une fois que l'athlète est capable de courir 45-50 minutes en ayant mis de la progressivité, sans que le cœur monte trop, tu vois, en restant dans un range, on va dire entre 130 et 150 BPM. Alors Dans, attends, parce on a un public Hum, qui parle pas ce langage-là. ouais. Euh, En gros, du coup, c'est quoi le repère? C'est quoi? C'est en fait, moi, ce qu'on me disait, c'était tu es capable de parler avec quelqu'un. C'est ça? Non, c'est pas ça. exactement. C'était C'est capable de. si je cours pendant 1 heure et que je suis capable d'avoir une discussion quand même avec quelqu'un qui est à côté de moi, ça veut dire que je suis à la bonne intensité, je suis dans la cible cherchée, quoi. Ouais, complètement. Ok. Complètement. Et du coup, ça, si tu veux, c'est ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. C'est un petit peu la base. Voilà. Ça, c'est un. Et puis après, on peut commencer à varier les intensités en course à pied en travaillant sur d'autres choses, intégrer du travail intermittent, par exemple, du travail de sprint. Ça peut être intéressant aussi. Donc ça, c'est pareil, ça ne requiert aucun matériel. Après, à la maison, si l'athlète il a les prérequis pour bien bouger, pareil, on peut faire plein de choses intéressantes au poids de corps. Qu'est-ce que c'est bien bouger? Qu'est-ce que c'est Alors, bien bouger? ouais. Alors bien bouger, c'est être capable de réaliser tous les patterns de mouvements de base. Qu'est-ce que Euh, c'est qu'un pattern de mouvement? donc un mouvement global, exemple, avoir un squat correct, descendre sur un Voilà. squat proprement, être en Des mesure pompes. de Pompe, ça parle réaliser aussi un peu plus. être en mesure de réaliser une belle pompe en restant bien gainé dans toute l'amplitude, etc., etc. Donc si l'athlète a les prérequis par rapport à ça, il peut faire du renfort au poids de corps à la maison sans aucun problème. Il y a même des méthodes d'intensification qui existent. Moi, je les utilise beaucoup, je les ai beaucoup utilisées sur les athlètes avec lesquels je travaillais à distance pendant le confinement. Tu vois, par exemple, intégrer du travail de renforcement unilatéral. Tu vois, chez l'athlète avancé, par exemple, travailler sur une jambe ou travailler sur 2 jambes. Utiliser des petits lestes, un petit kettlebell, un petit poids. S'il n'y a pas, on peut même utiliser des lestes maison avec un pack d'eau. Travailler sur des séries assez longues. On sait qu'on peut aujourd'hui faire de l'hypertrophie même avec des séries assez longues. Ça peut être intéressant. Chanter les temps de récup, travailler sous forme de circuit. Il y a énormément d'outils comme ça qui nous permettent de nous challenger à poids de corps. Travailler en pré-fatigue. Je sais pas, moi, par exemple, tu te mets dans une position isométrique avant de réaliser Ouais. tes pompes en bas, et puis ensuite tu commences ta série. Travailler avec des tempos lents. Voilà, il y a énormément d'outils d'intensification. Après, parfois, ça nécessite quand même d'être encadré, ou en tout cas voilà, parce que c'est des Ouais, outils qui sont. ça, on peut en parler aussi du fait, parce que bon, aujourd'hui, c'est un peu, enfin, je trouve que ça commence à changer. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, il y a quand même toujours une bonne partie des gens qui pensent que, bah voilà, bah, je vais aller m'inscrire dans une salle de musculation et puis bon, bah, je vais me débrouiller, quoi. Puis en fait, le mec, bah, il arrive, il monte sur un vélo, après, il voit un mec à côté faire un exercice, il va aller le faire, enfin.
Bon, Ah ouais, qu'est-ce que... ouais, Ouais. complètement. Non, non, ça fait ça. Alors moi, je suis jamais hein, dans les salles de muscu type fitness park, etc. Donc je vois pas trop ce qui s'y passe. Mais des fois, j'ai des athlètes qui filment et qui m'envoient, tu sais, sur WhatsApp. Et on voit vraiment des trucs qui font flipper. Surtout qu'il y a de plus en plus d'espaces de functional training, donc avec des charges libres, etc. Et donc ouais, on voit vraiment parfois des formes de corps qui sont dégueulasses. Et il y a certainement beaucoup de bobos. Donc faire de la musculation, travailler avec des charges lourdes, ben, ça demande des prérequis. Et ben, c'est comme tout, il faut prendre le temps de se former, il faut pas hésiter à se faire encadrer. Donc soit vous faites appel à un coach, ou ben, en prenant l'exemple du NR Fight, ben, il y a des créneaux qui sont là, avec des coachs qui sont là pour vous encadrer. Voilà, donc c'est très important, c'est de bien bouger avant de mettre de l'intensité, avant de mettre de la charge, etc. Et c'est toi, bon, je sais que c'est un peu difficile de donner, mais les gens, ils aiment bien toujours avoir des repères Mhm. un petit peu au niveau du temps. Imaginons, enfin, bon, moi souvent ce que je conseille aux gens, c'est écoute, tu prends un coach, ça coûte un peu d'argent, mais au moins tu le prends pendant 3 mois, 6 mois, en fonction de tes moyens, au moins une fois par semaine, pour au moins qu'il puisse te guider. Et après, en général, bon, moi je vois, par exemple, ma petite sœur, elle a un coach, et puis elle fait une séance avec lui, puis il lui en donne une autre à faire toute seule, par exemple. Bon, bah, elle paye que une séance et puis là, au final, elle en a deux. Donc c'est quand même pas mal. Et je pense que ça, c'est possible pour pas mal de personnes. Et en fait, c'est vraiment pour vous dire que faut vraiment que vous n'hésitiez pas à chercher un professionnel, comme tu dis toi, Rémi, souvent, quelqu'un qui est formé, un professionnel, qui peut vous encadrer dans vos débuts, en tout cas, pour apprendre la technique. Parce que bah, même moi, franchement, je sais pas combien, enfin j'ai 36, ça doit faire plus de 15 ans que je fais de la prépa, et encore aujourd'hui, je continue d'apprendre la technique et de comprendre et d'avoir des sensations d'un travail de muscle, etc. Donc, voilà. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que tu vois, déjà, c'est déjà pas mal d'être encadré pendant 3 mois, 6 mois, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, mais faites au moins cet effort-là. D'être Euh, encadré, n'hésitez pas à demander les diplômes des coachs avec lesquels vous bossez, parce que les salles aussi sont pleins de coachs enfin, non diplômés, parfois dangereux, souvent incompétents. Donc voilà, faites vraiment attention par rapport à ça. Est-ce que diplômé et aussi expérience sur le terrain, tu vois, par exemple, Bien sûr, si c'est dans la prépa, bah, voir que le mec, enfin, tu vois, si tu vois que le mec, il fait jamais de prépa bien sûr, ou il en a jamais fait dans sa vie, toi, pour toi, ouais, faut quand même, bien comme ce qu'on sûr, disait tout à l'heure pour les sports de combat. bien sûr. Bah, complètement. Après, si tu veux, le diplôme, c'est quand même la base. Et une fois qu'il y a ça, bah, n'hésitez pas à y aller sur recommandation. Ça, Ouais, c'est un bon aussi. conseil aussi. Ok. On a parlé de la prépa physique sans poids. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle aussi du cardio. Donc, bon, on a parlé prépa physique, on a parlé surtout du coup de comment élever ses niveaux de force, on va dire, ou d'endurance musculaire. Et là, on va parler de cardio. Du coup, pareil, si je veux travailler, tu vois, c'est pareil. Je vais dans une salle, moi je les vois, les mecs, ils arrivent, ils font leur premier cours, et genre, mais c'est quoi? Pourquoi? Oh là là, ils n'arrivent pas à terminer le cours en général, c'est normal, ou enfin, ça dépend sur quel niveau ils sont allés de cours. Euh, et du coup, bah, oh là là, en combien de temps je vais avoir un cardio? Ou alors aussi, c'est des gens qui reviennent d'une blessure et bon, bah, ils n'ont pas le même cardio qu'ils avaient avant. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer à eux pour travailler leur cardio sans matériel? Et aussi, bah, après, si jamais ils ont accès à une salle de musculation, qu'est-ce que tu conseilles, toi, comme appareil pour travailler le cardio un peu plus spécifique pour les sports de combat? Ok. Alors, la première des choses, c'est que rien ne remplace le spécifique. Je le dis toujours, mais c'est vrai. Tu vois, moi, je travaille avec des sportifs de haut niveau de différentes disciplines, et un truc con, de temps en temps, ben, je fais boxer des joueurs de foot, donc qui ont des plutôt bons niveaux de conditioning, des VO2 max parfois exceptionnels. Ben, les mecs, ils boxent 20 minutes, ils sont complètement KO. Donc, à part, quand tu commences une nouvelle discipline, ben, tu bosses différemment. Les sollicitations, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue musculaire, sont différentes. Et donc, il y a un temps d'adaptation par rapport à ça. Quand t'es pas très bon techniquement au départ, tu réalises tous les gestes, pas du tout à moindre coût énergétique. Voilà, donc c'est tout ça. Donc, au départ, rien ne remplace le spécifique. Donc, si vous avez du mal sur vos premiers cours, que ce soit en lutte à livrer, en boxe, en lutte, en MMA, eh ben c'est normal. Donc soyez régulier et petit à petit, le cardio spécifique va se développer en parallèle de ça. Et sinon, en dehors de ça, pareil,
pouvez faire appel à un coach pour travailler le conditioning de manière spécifique. Attention, avec le conditioning, ce qui est important, c'est de prendre en compte le contenu des sessions d'entraînement en sport de combat. Ok? Par exemple, sur un entraînement plutôt type leçon en boxe, ben vous êtes plutôt sur de l'endurance fondamentale, tu vois, l'espèce de footing que l'on faisait tout à l'heure. Quand vous faites plutôt des sparring, ben on est plutôt sur du travail intermittent à haute intensité. D'accord? Donc le travail de cardio, il peut vraiment être intégré en grande partie aux skills, aux sessions de skills. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, en fonction des besoins de l'athlète, on peut rajouter du travail d'endurance fondamentale, de puissance aérobie, de répétition de sprints, de circuits métaboliques spécifiques calés sur le format du combat, en fonction des besoins, en fonction de la planification, etc., etc. Ok. Et si jamais ouais, quel appareil tu peux conseiller pour quelqu'un alors, soit il veut acheter ça pour chez lui, soit il a accès à une salle où il y a des appareils. Quel appareil? Bon, je sais que la question elle est un peu Ouais, large, mais mais c'est en général les questions qu'on me pose, tu vois. ouais, c'est normal, c'est normal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important, c'est pas l'appareil. En réalité, c'est ce que tu en fais. C'est les intensités Ok. que tu vas mettre sur l'appareil. Cependant, moi, j'aime bien les ergomètres où tu utilises à la fois les membres inférieurs et les membres supérieurs. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe en sport de combat. Et en réalité, quand tu fais du cardio, tu t'adaptes au niveau cardio, au niveau pulmonaire, mais tu t'adaptes aussi au niveau musculaire. Il y a aussi des adaptations qui ont lieu au niveau musculaire. Et donc, du coup, quand tu vas travailler et les membres inférieurs et les membres supérieurs, la pompe cardiaque eh ben, va être sollicitée beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que tu vas devoir oxygéner plus de muscles, un plus gros Mmh. volume musculaire. D'accord? Donc tu te rapproches quand même des sollicitations des sports de combat. De manière générale, pour tout ce qui est endurance fondamentale, la capacité aérobie, le footing, le vélo, c'est top. Pour l'intermittent ou certains circuits métaboliques, le rameur, c'est top. Et pour le coup, tu sollicites et les membres inf et les membres sup. Et pour tout ce qui est répétition d'efforts à haute intensité, j'ai toujours pas trouvé mieux que l'assaut bike. Vous voyez, Le cauchemar. c'est le vélo où vous sollicitez et les bras et les membres sup. Et ça, en général, la première fois qu'on passe dessus, ça se passe pas très bien. Ouais, il est très dur cet appareil-là, là. J'ai deux questions. La première, est-ce qu'il y a une différence entre la prépa physique que tu vas proposer à quelqu'un qui fait un sport de préhension, donc Mhm. lutte à livrer, JJB, judo, lutte, et quelqu'un qui fait un sport de percussion, donc boxe anglaise, boxe thaï, kickboxing, bah, et MMA, c'est les deux, quoi. Du coup, est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a une différence? Et si oui, sans rentrer non plus dans les détails très techniques, Ouais. vous expliquer un petit peu. Ouais, bien sûr. Donc, la base en préparation physique, c'est d'analyser le sport, analyser l'activité. Et donc, les demandes sur un boxeur et sur un lutteur ou sur un combattant de MMA ne sont pas les mêmes. Ok? Ne serait-ce que déjà par le format du combat. Par exemple, pour la MMA, on va être sur du 3 fois 5 minutes. Sur une compétition de jiu-jitsu brésilien, ben, ça sera pas la même chose. Ça, c'est la première truc. Les demandes au niveau musculaire ne sont pas les mêmes aussi. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, sur les sports de préhension, tu as énormément de phases isométriques. Tu sais, sur les phases de lutte, sur les phases au sol, etc. Euh, donc, une fois que tu as analysé ces différentes demandes, forcément, ça impacte le contenu. Cependant, sur les exercices, tu as un vrai socle commun. C'est-à-dire que tout le monde gagne à faire du squat, tout le monde gagne à faire du tirage, tout le monde gagne à pousser avec les membres supérieurs, etc., etc. C'est juste dans le paramétrage de tes séries, dans les tempos que tu vas utiliser, dans les angles qui peuvent être spécifiques à l'activité, c'est là que va se faire la différence. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, sur le conditioning, c'est pareil. Il va falloir essayer de se rapprocher des sollicitations du combat. Par exemple, quand je fais des circuits métaboliques spécifiques pour un grappleur, ben, je vais intégrer du travail de port de charge lourde, hein, ce qu'on appelle le travail de carry, avec derrière des mouvements d'explos. Chez le boxeur, bah, je vais être sur un autre type de travail. Et la dernière des choses, c'est peu importe l'athlète, on va s'intéresser aux facteurs limitants. Qu'est-ce qui te limite, toi, d'un point de vue du conditioning, lors de tes combats? Bah, il y en a un, ouais, écoute, à l'appel du deuxième round, bah, j'avais plus du tout de cardio. L'autre, écoute, c'est mes avant-bras, c'est mes épaules qui congestionnaient complètement. L'autre, c'est bah, au deuxième round, j'avais plus du tout de patates. Et donc tout Tiens, ça, regarde, juste par rapport à ça, là, au mec qui a plus d'épaule et tout, tu peux nous dire un petit peu ce que tu lui as fait faire? Est-ce que c'est genre, comme j'ai déjà vu dans certaines salles, je sais pas, tu prends des poids dans les mains et tu restes comme ça pendant 1 heure? non, Ou c'est quoi non, non, non. sur quoi tu... Non, non, alors, il y a deux choses, hein. Déjà, c'est communiquer avec l'athlète et communiquer avec son coach spé. Tu vois, par exemple, son coach de MMA. Parce que parfois, tu peux avoir une VO2 max de bâtard, une grosse endurance de force à la salle en sparring, et le jour du combat, tu fais juste n'importe quoi.
D'accord? Donc ça c'est un skills en plus, quoi. C'est apprendre à gérer, On donnera pas d'exemple. apprendre à gérer tes niveaux d'énergie en combat. Donc ça, c'est super important. Voilà, ça c'est la première des choses. Et ensuite, non, il y a du travail SP, donc c'est travailler l'endurance de force musculaire locale via des séries longues, par exemple au niveau du deltoïde, faire du fractionné sac, bien paramétrer de manière spécifique pour travailler l'endurance de force musculaire au niveau des épaules. Si le Toi, grip, tu rentres aussi dans ce très spécifique de la discipline, c'est-à-dire, bah là, tu vois, tu m'as parlé de faire des séances au sac. ouais, Est-ce que tu diriges aussi ces séances au sac ou tu laisses ça au coach ou, enfin, comment tu interviens les deux, jusqu'à quelle profondeur ouais, tu interviens dans la prépa physique ben, les deux. d'un Donc, en fonction athlète? déjà du matériel que j'ai à disposition, en fonction des attentes, des besoins de l'athlète, en fonction de ce qu'il aime faire. Moi, je m'en fous, peu importe l'outil, du moment que j'ai le bon résultat, tout me va. Mais en tout cas, voilà, si j'ai eu un retour, par exemple, là, on parlait de congestion au niveau des épaules, ben, j'en parle Ouais. avec le coach, on voit si lui il est en mesure d'intégrer ça à ses sessions de boxe, et puis si besoin, moi je le fais aussi en prépa, et peu importe l'outil. Ok. T'as dit un mot tout à l'heure, ça m'a fait penser à une question qu'on a souvent sur les réseaux ou en général, même dans la salle. Est-ce qu'on doit travailler dans toute l'amplitude? Moi, alors, bon, j'ai déjà la réponse parce qu'on en a déjà pas mal parlé, mais toute ma vie, même à la fac, moi j'ai fait une fac de sport, j'ai été formé préparateur physique. Moi, je suis pas préparateur physique parce que derrière, j'ai pas Mm. donné une continuité à ça. Mais c'était déjà, on me disait non, faut pas aller forcément dans toute l'amplitude en squat parce que tu risques de t'abîmer les ménisques. Je sais pas, pareil sur le développé couché, bah tu vas te faire mal aux épaules si tu descends tout en bas, donc vaut mieux descendre un petit peu au-dessus. C'est quoi toi ton avis là-dessus et pourquoi, si t'es pas d'accord avec ça, pourquoi les gens disent ça? Enfin, c'est quoi Ok. Bah, la culture je là-dedans? vais te répondre clairement. En plus, pareil, moi, c'est une question que j'ai régulièrement. J'ai déjà fait des vidéos. En tout cas, j'ai déjà dû en parler lors de mes lives. Donc, il faut travailler dans toute l'amplitude. Pourquoi? Pourquoi? Parce que s'il y a des amplitudes dans lesquelles vous n'allez pas travailler, c'est des amplitudes dans lesquelles vous serez faible. Ça, c'est super important. Le travail en musculation, il est spécifique. On se renforce dans les amplitudes dans lesquelles on travaille, on se renforce dans les angles dans lesquels on travaille. On pourrait même dire qu'on se renforce dans les vitesses dans lesquelles on travaille. Et donc, du coup, s'il y a des C'est pas faux. amplitudes que je ne vais pas explorer, quand je vais me retrouver dans ces amplitudes-là en compétition, eh ben, je ne serai pas en mesure de produire de la force et ça sera potentiellement des amplitudes dans lesquelles je peux me blesser. Tu m'as pris l'exemple du bench press. Si par exemple, je ne vais jamais toucher la barre euh, euh, au niveau Les euh, pecs. au niveau de la poitrine. Le jour où je dois repousser un adversaire, par exemple, qui me colle sur une phase de lutte ou au sol, ben, c'est des secteurs angulaires dans lesquels je ne serai pas fort. Donc ça, c'est super important à comprendre. La deuxième chose, c'est quand vous allez travailler dans toute l'amplitude, ben, votre muscle il va être placé en position d'étirement. Donc tu vois, là, quand je suis en bas de mon développé couché, mon Ouais. grand pectoral il est en position d'étirement. Et quand votre muscle est en position d'étirement, ça vient stimuler l'hypertrophie. Alors, attends, tu nous as parlé plusieurs fois de l'hypertrophie. Pareil, l'hypertrophie. Ah, mais moi, je veux pas être trop balèze. Surtout, bon, les femmes, souvent, c'est ça, c'est ah, je veux pas avoir un corps d'homme. Euh, pourquoi tu nous parles d'hypertrophie? C'est quoi l'intérêt de l'hypertrophie? Alors l'intérêt de l'hypertrophie, donc l'hypertrophie, c'est Hypertrophie, c'est. Ah, pardon, vas-y, ouais, dis. bah, non, mais c'est très simple si tu as envie d'y aller. Donc, Non, je te laisse. c'est l'augmentation de la masse musculaire. Et en fait, c'est super simple, hein. La force d'un muscle est proportionnelle à sa taille. Ok? On dit qu'elle est proportionnelle à son aire de section. C'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids en sport de combat. Donc, plus un muscle est gros, plus il est potentiellement fort. Donc, si vous faites de l'hypertrophie, donc l'hypertrophie, c'est quoi? C'est qu'une adaptation musculaire que l'on a post-training. Et si derrière, en plus, vous allez impacter la force max et vous développez bien les facteurs nerveux, ben, vous avez un athlète qui devient plus fort. C'est Ok. aussi simple que ça. Ouais, pour être plus fort, t'as deux axes de travail, on est d'accord? C'est l'hypertrophie et le système nerveux, et travail sur les nerveux, c'est Ouais, ça? en gros, c'est ça. Donc, J'ai bien appris ma leçon. ouais, l'atrophicité et puis derrière, les facteurs nerveux. Complètement. Ok. Et du coup, juste pour terminer sur toute l'amplitude, l'histoire en squat là, est-ce que je dois descendre tout en bas ou est-ce que je reste à Oui, monsieur. moitié? Oui, monsieur. C'est pareil. Ok. Si tu veux être fort dans toute l'amplitude, travaille dans toute l'amplitude. Et en plus, si tu as envie d'aller recruter un des muscles les plus puissants du corps humain, qui est le grand fessier, ben, tu as besoin de mettre beaucoup de flexion de hanche et donc de descendre bien bas. Mais par contre, on travaille dans toute l'amplitude si et seulement si le mouvement est propre. Ok? Voilà, c'est ça. Par exemple, je sais pas, un athlète qui est pas capable de descendre sur un squat sans charge, tu mets pas une barre de 100 kilos pour que ce soit la barre qu'il fasse descendre. Sinon, il va aller dans des secteurs angulaires dans lesquels il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de force, et là, potentiellement, il peut se faire mal. Donc,
Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus, là, quand un mec, il arrive pas à descendre tout en bas, là, c'est quoi? Il y a un travail à faire Ouais, avant de faire l'exercice ouais, ou complètement. dans l'exercice, à force de faire l'exercice, il va descendre? Enfin, c'est quoi tes axes de Les travail? deux. Mais d'abord, c'est identifier qu'est-ce qui déconne. Est-ce que j'ai un déficit de mobilité en flexion dorsale de cheville? Est-ce que j'ai un déficit de mobilité de hanche? Est-ce que ça vient du rachis? Etc. Une fois que j'ai identifié la problématique, en parallèle de mes séances de squat, je mets en place du travail de mobilité. Ça, c'est vraiment super important. Et ensuite, je travaille dans les amplitudes dans lesquelles j'ai du contrôle et je n'hésite pas à passer un peu de temps en isométrique dans les fins d'amplitude. Par exemple, je reste 2 à Ouais. 3 secondes en fin d'amplitude. Et petit à petit, travail de mobilité, plus intégrer le pattern spécifique, je vais gagner en mobilité. Et j'ai énormément d'athlètes. Bah, tu vois, par exemple, Morgan, qui n'était pas capable de descendre sur un squat et qui mettait des gros chaussures d'haltère, etc. Maintenant, il est pieds nus, il te fait un squat cul au sol sans aucun problème. Ouais, ça a été, ça m'a beaucoup aidé le truc en fin d'amplitude, fixer une seconde, enfin faire un peu d'isométrie et pouvoir remonter. Ça permet vraiment de progresser. Le fait aussi de faire de la force, de mettre des poids lourds quand on peut les mettre sans que la technique se détériore. Ça aussi, ça m'a fait beaucoup progresser. Et il y a un truc aussi que j'ai compris et que je pense que c'est important peut-être de le dire, c'est que tu vois, par exemple, je pense que le squat, c'est le plus facile à, oh, peut-être même aussi comme tu as dit, le bench press, le développé couché. Et en plus, je pourrais peut-être le montrer là. Mhm. C'est que souvent, quand le mec, du coup, il fait toute l'amplitude, en fait, pourquoi il peut peut-être se blesser des fois, c'est parce que quand il arrive en bas, c'est souvent le moment où il se relâche, ou alors il va venir cogner la barre. Enfin, souvent sur ce dernier degré d'amplitude du mouvement, c'est là où il va, euh, il va perdre le contrôle de sa barre. Et c'est comme en squat, des fois quand le mec il arrive tout en bas, en fait il perd, comment tu dis toi, c'est quoi? C'est la tension, je crois que tu dis. Ouais, ouais, Non? ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. Il ouais, il perd la perd tension. l'attention, il fait un rebondir sur ses coques condyliennes hein, au niveau de ses genoux. Donc ça, pareil, hein, apprendre à créer de la tension avant de générer du mouvement, c'est un concept que je trouve très intéressant déjà pour le transfert de force en sport de combat, comme pour la prévention de blessures. Ouais, ça m'a fait vraiment bien progresser, ça, c'était bien. Euh, tac, 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 on a parlé de ça, on a parlé de ça. Du coup, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ta méthode. Bon, tu vas pas nous faire ta formation, on n'a pas forcément le temps, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, et peut-être qu'on aurait dû commencer par là, les gens, ils auraient peut-être un peu mieux compris enfin, je pense que c'était quand même facile à comprendre tout ce qu'on a dit, mais pour compléter, du coup, maintenant, nous expliquer un petit peu ta méthode, comment ça fonctionne, comment tu prends en charge tes athlètes dans les grandes lignes. Ok. Ben, dans les grandes lignes, alors si tu veux, on va parler directement des contenus de séance. Moi, en général, quand je prends un athlète en individuel, ben, déjà, j'essaye de capter le pourquoi du comment il vient me voir, capter sa problématique, réaliser un vrai bilan de toutes ses qualités athlétiques, un bilan aussi médical, à paramédical. Et ensuite, on se met rapidement au boulot. En général, dans les sports de combat, ce que je propose, c'est 2 à 3 séances hebdomadaires. En général, 2 séances, c'est bien, surtout que c'est souvent des séances qui sont assez costauds. Et comme on pratique une discipline où il y a pas mal de volume d'entraînement, ben, en général, c'est suffisant, en tout cas chez l'athlète compétiteur. Toutes mes séances, elles comportent une partie mobilité, prophylaxie. Donc j'aime que les athlètes, quand ils arrivent, ben, déjà qu'ils soient à l'heure et qu'ils soient proactifs sur leur manière de s'entraîner. Donc ce que j'essaye de faire, c'est en fonction des antécédents de blessures de chacun, en fonction des déficits de mobilité objectivés de chacun, c'est de leur donner comme ça une petite routine individualisée qu'ils réalisent avant de commencer la séance. Ça, c'est la première des choses. Ça aussi, c'est un truc qui a pas mal changé aussi dans ma prépa. C'est le fait d'activer. Alors, je sais pas si c'était ça que tu disais là, mais le fait d'activer le corps avant d'aller faire les mouvements lourds. Et ça, j'ai vraiment senti la différence. Tu vois, que ce soit, bon, moi, avec mes épaules, hop, et chercher plutôt à rapprocher les omoplates derrière, donc activer derrière. Activer aussi les abdos, le corps, le transverse, enfin, tu vois, activer tout ça. Et franchement, même je le fais faire aussi à ma femme et c'est quelque chose qui, voilà, après, quand on a une grosse charge et qu'on doit penser à la technique, t'as tout ça qui vient un peu s'activer tout seul, quoi. Enfin, ou je sais pas, il y a une mémoire qui s'est faite, il y a quelque chose, et du coup, quand on est dans le mouvement, je me rappelle sur les squats, j'ai commencé à sentir vraiment mes abdos qui me retenaient, enfin qui travaillaient. Enfin, c'était vraiment
Donc ça, tout ça pour dire quoi? Que c'est vraiment important Ouais. de Bah, bien vous échauffer avant une séance, quoi. c'est un peu le principe. Alors, c'est pas vraiment basé sur des preuves scientifiques, mais l'idée, c'est du travail d'activation, c'est d'aller recruter de manière sous-maximale certains groupes musculaires que tu peux avoir du mal à recruter sur des mouvements plus complexes lors de ton warm-up pour ensuite aller les recruter plus facilement, de manière volontaire ou non, sur tes gros lifts. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, du Je te coup, en laisse effet, hein, continuer, pardon. non, et donc, du coup, en effet, donc la première partie, elle peut comporter une partie mobilité, prévention de blessures, activation, intégration ensuite au poids de corps avec des charges très légères, des mouvements que l'on va retrouver dans la séance. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, j'ai toujours une partie force, moi, avec toujours un mouvement haut du corps, un mouvement bas du corps. J'essaye d'inverser les patterns, c'est-à-dire que une séance, je pousse, la séance d'après, je tire. Quand j'ai produit de la force horizontale une fois, la séance d'après, j'essaye de produire de la force verticale ou oblique. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre dans les angles de production de force, un équilibre agoniste-antagoniste, et vraiment aller balayer de manière ondulatoire toutes les qualités de force. Donc l'hypertrophie, la force max, la puissance. J'ai toujours un bloc de puissance sur la première séance de la semaine. Combien de séances en général tu fais avec tes athlètes? Alors, en général, quand je suis sur une planif ondulatoire toute l'année, je suis sur du 2 séances hebdomadaires de prépa physique. Je peux rajouter en plus du travail de conditioning. Et quand je cherche à développer certaines qualités de manière spécifique, par exemple l'hypertrophie ou la force max, je bascule souvent sur 3 séances hebdomadaires. Parce que c'est des qualités qui répondent bien à des hautes fréquences en termes de stimulation. Voilà. Et du coup, quand tu es à 2 séances par semaine, la question aussi, souvent, c'est est-ce que dans chaque séance, je vais te dire exactement ce qu'on me demande, c'est est-ce que dans chaque séance, je travaille tous les muscles Mm. ou pas? Ou est-ce que je travaille que mes biceps? Est-ce que je travaille que mes triceps? C'est comment tu peux répondre à cette question, Ouais, c'est ouais. cool parce En que fait, c'est souvent là, ce qui me en fait, tu vois, je parle jamais, moi, de séances dos, biceps, triceps, élévateur de la luxe, je m'en fous, en fait. Moi, je raisonne en pattern, en grand pattern de mouvement de base. C'est simple, hein, quand je vais te faire un bench press, bah, tu vas pas travailler uniquement ton triceps ou uniquement ton grand pectoral, hein. Il y a voilà, plusieurs groupes musculaires qui sont engagés, qui vont bosser en synergie, les uns pour les autres. Et c'est en partie ce qui va créer le transfert vers le sport. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'intégrer des exercices polyarticulaires. polyarticulaire. Pourquoi? Parce que les muscles, ils sont faits pour bouger les uns avec les autres. Okay, et c'est ça qui permet le transfert dans le sport. C'est pour ça qu'on parle d'exercices plus fonctionnels, entre guillemets. Et pourquoi les gens, alors du coup, ça vient d'où ce truc-là de vouloir travailler que un muscle par un muscle, c'est quoi? Et Bah, du coup, c'est une vision qui est très analytique et qui nous vient de la musculation traditionnelle et du bodybuilding, tu vois. Et en faisant ça, tu joues à l'apprenti sorcier et puis tu te retrouves, bah, tu vois, un physique de bodybuilder et un physique de fighter, bah, ça a strictement rien à voir. Tu vois, donc ouais. moi, j'aime pas jouer à l'apprenti sorcier. Je peux intégrer du travail d'isolation. Je peux faire des curls biceps. Ça peut être vraiment intéressant pour le combattant. Je peux faire du travail d'isolation au niveau des deltoïdes. Je peux faire du travail d'isolation, même des ischio-jambiers avec un leg curl si j'ai Mhm. objectivé un déficit de force à ce niveau-là, si il y a des antécédents de blessures à ce niveau-là, etc., etc. Tu vois. Mais je joue pas à l'apprenti sorcier à dire tiens je fais une séance biceps, pec, triceps. Non, ça m'intéresse pas. Ok. Je travaille des grands patterns de mouvement. Mais par contre, si tu me demandes quel muscle travaille sur tel ou tel mouvement, il n'y a pas de souci, on peut rentrer dans les détails. Ouais, ouais, ok. Du coup, non, tu avais terminé là sur l'explication de tes 2 séances là par semaine, 2, 3 séances. Ouais, voilà. Donc 2 à 3 séances par semaine. Donc j'ai la partie force. Après, j'ai toujours une partie core training, hein. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que le corps, CORE, c'est un mot générique qu'on entend un peu partout. En anglais, c'est le noyau. Donc ça désigne tous les muscles profonds au niveau du tronc et au niveau des ceintures scapulaires, hein, au niveau des omoplates et au niveau de la ceinture pelvienne autour du bassin, qui vont permettre de créer de la stabilité avant de générer de la puissance. Et ça aussi, c'est super important en sport de combat. La capacité à pas se faire bouger, à pas se faire renverser. Et la capacité aussi à transmettre, à produire de la force. Par exemple, en boxe, des membres inférieurs via les membres supérieurs. Enfin, donc le core training, c'est super important. Pour la prévention de blessures aussi, c'est très important. Puis après, j'ai toujours une petite partie que les gens détestent, c'est ESD, donc c'est le conditioning. C'est souvent des circuits de training métaboliques courts et intenses. Voilà. Tout ce qui est travail, Donc ça, tout ce qui est très... Ouais, dans le langage commun, c'est le travail du cardio, quoi. ESD égale cardio. ouais, égal cardio, voilà. Sauf tout ce qui est cardio plus long, Ouais, bon, les formats plus longs, ok, je les fais plutôt à distance parce que déjà d'un point de vue énergétique, sinon c'est pas possible, et pour pas qu'il y ait d'interférence aussi entre le travail de force et le travail de cardio.
Ok. C'est quoi pour toi les signes du surentraînement aussi? Alors peut-être même on peut même, alors je sais pas si on peut parler aussi de ça, peut-être du sous-entraînement. Comment je peux savoir ma limite, on va dire, à encaisser les entraînements, et comment je peux savoir si je suis à presque du surentraînement et que si je continue comme ça, bah, ou je vais me blesser ou je vais craquer quoi dans ma tête. Alors, déjà, quand le vrai surentraînement, en réalité, c'est assez rare et c'est quelque chose de chronique. Je vais te donner quelques signes qui sont assez évocateurs. Déjà, c'est une baisse de volonté d'aller s'entraîner, chronique. Alors que le mec, d'habitude, c'est grand sourire aux lèvres avant d'aller entraîner. Ouais. C'est une diminution de l'appétit. C'est des troubles du sommeil, difficulté à s'endormir, réveil nocturne. C'est une baisse au niveau du système immunitaire. C'est le mec qui tombe malade plus facilement. C'est quoi d'autre La ouais, baisse de la libido. ouais, aussi, certainement. Une, une augmentation de la fréquence cardiaque de repos de repos ou une augmentation de la fréquence cardiaque pour le même effort. Donc il y a plein de signes comme ça qui sont évocateurs et quand ces signes-là commencent à se croiser, ça peut être un signe de surentraînement. Il y a Et d'autres quand c'est comme ça, il y a d'autres donc si outils, j'ai si un... tu veux, ouais. Ouais. Il y a d'autres outils Et qui sont intéressants et qui sont plus objectivables. Déjà, d'accord. il y a des questionnaires qu'on appelle les questionnaires wellness, que vous retrouvez facilement. On les a déjà utilisés. Ah ouais. Ça peut être intéressant. Il y a la force du grip. C'est simple, hein, vous achetez un dynamomètre à main, vous le mettez à l'entrée du club ou chez vous. Tous les jours, vous venez le serrer le plus fort possible. Vous allez voir que c'est assez constant. Et quand ce chiffre-là il est anormalement bas sur plusieurs jours consécutifs, ça peut être un signe de surentraînement. Pareil avec la fréquence cardiaque de repos. Super simple, j'ai utilisé pendant longtemps et c'est assez fiable. Hein. Prenez votre fréquence cardiaque le matin au réveil, à 5 minutes d'intervalle dans la même position, vous la notez tous les matins. Quand cette fréquence cardiaque elle est anormalement élevée de 5 à 6 points sur plusieurs jours consécutifs, ça peut être un signe de surentraînement. Et après, il y a d'autres outils plus poussés, notamment la variabilité de la fréquence cardiaque, etc. Donc on a aussi des outils plus objectifs pour monitorer ça. Et que faire si je suis en surentraînement? Je m'arrête complètement de m'entraîner, je pars en vacances au soleil voir Nicolas à Rio, Ouais. ou je continue de m'entraîner quand même, mais en réduisant juste l'intensité ou le nombre de séances. Écoute, si on a vraiment objectivé un vrai surentraînement, quelque chose de chronique, en effet, c'est bien de lever le pied pour de vrai. Parce que parfois, la tête aussi a besoin de voir Ouais, et faire autre chose. Donc faire une vraie semaine, 10 jours, où on n'entend pas parler de sport de combat, de préparation physique, ça peut être une bonne idée. d'accord. Et aussi du coup du sous-entraînement, donc ça veut dire que le mec, il pourrait rajouter une séance supplémentaire. Ouais, Comment, je sais pas s'il y a des signes ou des moyens de comprendre ça ou de savoir. ouais, bah écoute, c'est simple, hein. Le mec qui a des bons niveaux d'énergie, qui a peu de volume d'entraînement hebdomadaire, qui dort bien, qui mange bien, etc., et qui a en gros aucun signe de surentraînement qu'on a évoqué précédemment, il peut progressivement rajouter du volume d'entraînement sans aucun souci. D'accord, Voilà. super. T'as vu, y a pas de réponse générique dans le sens où on peut pas dire, toi, voilà, tout le monde doit s'entraîner tant de fois par semaine, parce qu'on Mhm. a tous des modes de vie différents, des génétiques différentes, etc. Donc voilà. En tout cas, c'est celui qui a envie de s'entraîner beaucoup, bah, qui mette de la progressivité et comprendre un truc, c'est que plus, c'est pas forcément mieux, quoi. On n'est pas obligé de s'entraîner 2 fois par jour, tous les jours, même quand on est sportif de haut niveau. Voilà. Ok. On va parler un petit peu de ce que tu fais au club. Alors, on a parlé tout à l'heure de ton rôle, mais là, on va parler un petit peu de l'espace prépa physique qu'on a fait à. Donc là, maintenant, il est à République, dans la salle de République. Euh, Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça. Là, à partir de la rentrée, on a trois. euh, donc, on a deux nouveaux formats de cours. Donc, et en tout, il y a trois formats de cours. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Puis peut-être, bah, je compléterai aussi le pourquoi on a mis ça en place. Et puis voilà, je te laisse commencer là-dessus. Déjà, je peux te donner les noms si tu veux. Ouais, Le c'est bon, je premier, le connais. c'est bon, tu les connais? On est Ouais, bon. Strength and Conditioning, le premier. voilà. Tu nous expliques en quoi ça consiste. Ok, donc c'est simple. Donc à partir de la rentrée, vous allez avoir 3 formats de cours à la Fight pour la partie préparation physique. La première, donc c'est la partie strength and conditioning classique hein, sur le format que l'on a évoqué tout à l'heure. Donc à chaque fois une partie mobilité, échauffement, une partie développement de certaines qualités de force hein, de manière ondulatoire, avec des fois on travaille l'hypertrophie, des fois la force max, des fois l'explo, en fonction aussi de où on est dans la saison. Une partie core training et une partie conditioning.
Ça, on vous recommande de faire 2, max 3 séances de ce format-là de manière hebdomadaire, couplé à la pratique de vos sports de combat ou pas. S'il y a des gens qui veulent faire que la prépa, vous êtes les bienvenus, on en a de plus en plus, il me semble. En Yes. parallèle de ça, on va vous proposer 2 cours. Un cours qu'on a appelé Basic Strength. Donc c'est un cours où on va s'attarder sur les fondamentaux, les prérequis dont vous avez besoin pour faire de la préparation physique. On va venir développer l'hypertrophie, la force max sur des mouvements basiques, du gros squat, du gros soulevé de terre, des tractions lestées, du développé couché, etc. Ça va être un cours qui va être top vraiment pour maîtriser les fondamentaux liés au développement de la force, et de 2, avoir une vraie base de force. Autre chose, il y aura un cours d'absolute conditioning. Donc ça, pour tous ceux qui ont la sensation de manquer de cardio, on va vous proposer du travail sur ergo la plupart du temps, des circuits métaboliques pour que vous ayez une caisse illimitée en sparring et lors de vos cours. Voilà. Ok, super. Ouais, du coup, on a mis tout ça en place parce que on a vu que déjà, on a lancé la prépa physique avec un seul format de cours qui était le Strength and Conditioning. Et du coup, on a vu que voilà, il y en avait certains qui voulaient faire un peu plus de cardio, d'autres qui voulaient peut-être travailler un exercice, on va dire, plus en profondeur ou voilà, plus en détail. Et du coup, ça rentrait pas trop dans ces cours-là de strength and conditioning parce que c'est des cours où il y a entre 8 et 10 personnes. On a du matériel, mais le matériel, il n'est pas illimité. Donc, c'est un peu compliqué si on commence à avoir des gens qui font des séances complètement différentes. C'était ingérable. Du coup, c'est pourquoi on a rajouté ces 2 nouveaux formats de cours. Donc, faut pas hésiter, comme l'a dit Rémi, même je pense que le strength and conditioning, c'est 2 séances par semaine. Faites 2 séances par semaine. Voilà, c'est une séance qui sera faite, c'est la même séance qui sera lundi, mardi, mercredi. Et la deuxième séance, elle sera faite jeudi, vendredi, samedi et dimanche aussi. On a rajouté le dimanche avec un nouveau coach que peut-être je ferai venir ici pour qu'il se présente et qu'il nous raconte des choses. Yes, Max, Euh, super coach. avec Max, ouais, ouais. Et pam pam pam. Et du coup, derrière, voilà, si vous voulez faire plus que ces 2 séances-là, allez sur les autres créneaux. Je veux travailler mon cardio. Alors, c'est possible aussi de faire que travailler son cardio. Tu me corriges si c'est pas bon. Je pense que c'est plus intelligent de faire strength and conditioning 2 fois par semaine et de compléter avec une séance en plus peut-être de cardio ou une séance en plus avec du basic strength ou voilà les deux, peu importe, voilà selon votre cardio, selon votre niveau de fatigue. Mais n'hésitez pas, mais d'abord vraiment mettez les bases avec le strength and conditioning et puis derrière allez compléter avec le reste. Donc ça c'était l'intérêt de rajouter ces 2 nouveaux formats de cours. On a des cours aussi qui vont débuter tôt qui débutent déjà tôt le matin. Il me semble que c'est aux alentours de 7 heures. Et après, on a des créneaux quasiment toute la journée et du lundi au dimanche. Voilà, c'est en small group avec des coachs qui sont formés et encadrés par Rémi avec sa méthode. Donc voilà, n'hésitez pas à venir essayer. Et si vous êtes déjà inscrit au club, n'hésitez pas non plus à venir essayer les créneaux. Moi, de mon côté, on a fait à peu près le tour. Rémi, toi, il y a quelque chose que tu voulais aborder en plus ou un truc que tu voulais où on est bon? Non, non, je pense qu'on est bon. Hein. On est pas mal, on a bien tout présenté. Euh, et puis voilà, de toute façon, voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et puis, s'il y a une question qui revient régulièrement, peut-être qu'on refera encore un podcast sur un sujet. Et là, on rentrera peut-être un peu plus dans les détails. Mais n'hésitez pas, du coup, encore une fois, à suivre Rémi sur Instagram. Il met régulièrement une petite boîte à questions. Vous pouvez mettre vos questions dedans. Et puis, on a hâte d'être au 3 septembre pour découvrir cette nouvelle application. Moi, j'ai vu des images, des vidéos. Elle est vraiment très, très belle. Et mis à part ça, ça change vraiment la donne pour beaucoup, beaucoup de gens, cette application, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil quand il la lance. Moi, je communiquerai ici ou sur mes réseaux. Et puis on est bon. Rémi, je te remercie pour ton temps. Je Allez, sais au qu'il top. est précieux. Prends soin de toi et Toi aussi. à bientôt. Allez, À très bientôt. salut à Merci à tous. tous. Ossa.